Bonjour à tous. On a fait cette vidéo aujourd'hui pour présenter le dernier chapitre de l'année qui s'intitule La plante domestique, ou autrement dit, la domestication des plantes sauvages. Ce que nous savons, c'est que les plantes sont à la base de l'alimentation de l'homme, mais il les utilise aussi pour se soigner, s'habiller ou se fournir en énergie. L'homme chasseur-cueilleur a d'abord utilisé des plantes sauvages, puis il y a environ 10 000 ans, l'homme a commencé à domestiquer certaines plantes afin de pouvoir les cultiver. La réalisation de croisements et la pratique d'une sélection dite empirique ont permis d'obtenir de nouvelles variétés aux caractéristiques intéressantes. Donc de nos jours, avec des techniques de génie génétique par exemple, la transformation des caractéristiques génétiques des plantes ne nécessite plus forcément des croisements. Nous allons aborder ce sujet en traitant deux parties différentes. D'abord l'origine des espèces cultivées par domestication et ensuite nous allons étudier les trois grandes étapes de la domestication des plantes sauvages. En ce qui concerne l'origine des espèces cultivées par domestication, on peut dire que les espèces cultivées sont issues de la modification d'espèces sauvages par l'homme au cours d'un processus appelé domestication. En effet, progressivement isolées des populations naturelles, les populations de plantes cultivées ont lentement divergé de leurs cousines sauvages. Une sélection naturelle s'est produite sous l'effet de pratiques culturelles. D'abord, on a des plantes cultivées dont le rythme de croissance était nettement plus lent ou plus rapide que la moyenne, ont eu moins de chances d'être récoltées et semées. Et donc, après de nombreuses générations, les cycles de développement sont devenus homogènes. Ensuite, on a aussi le cas des grains capables de se détacher seuls de la plante mère qui ont eu moins de chances d'être récoltés et semés. Et donc, après de nombreuses générations, ce caractère favorable aux plantes naturelles a été éliminé. Ce qu'on peut donc dire, c'est qu'une espèce cultivée diffère donc des espèces sauvages par différents caractères qui facilitent sa culture, sa récolte et son utilisation par l'homme. Ces nouvelles caractéristiques sont souvent défavorables à la vie de la plante en milieu naturel, ce qui explique l'absence d'espèces cultivées dans les écosystèmes naturels. Maintenant, nous allons aborder les trois grandes étapes de ce processus et nous allons commencer par la première étape, la sélection massale. La plus ancienne, ici on va prendre l'exemple concret de la théocinthe. L'idée, c'est que n'importe quelle plante cultivée, maïs, blé, dérive d'une plante ancestrale. Donc ici, la théocinthe, on la considère comme l'ancêtre du maïs. Elle a une morphologie, un phénotype différent, des petits épis avec peu de graines et des graines petites avec une écorce solide. Il faut comprendre qu'au cours de l'évolution de l'homme, l'homme est arrivé par son action à transformer des plantes aussi différentes des plantes actuelles. Ici, on a un schéma, on a une population de plantes. L'idée, c'est que cette population présente une grande diversité des phénotypes que nous pouvons expliquer par une diversité génétique. Comme on a vu auparavant, il existe de nombreux mécanismes qui créent cette diversité des individus. Par exemple, la production génétique, brassage génétique, transfert horizontal de gènes et polyploïdisation. Ici, on a une population initiale. L'idée, c'est que certains pieds ou plants avaient des caractères intéressants de rendement, de taille et de grain. L'homme va simplement dans la masse, d'où le terme de la sélection massale, récupère des individus qui lui semblent intéressants, récupère les graines et les ressème. De cette manière, de génération en génération, à force de récupérer les graines des pieds de végétaux, petit à petit, on va avoir un changement dans le phénotype. On va faire apparaître une population de plus en plus riche en phénotypes intéressants. Le but de ces manipulations est d'obtenir des plantes économiques rentables. Les variétés paysannes, au rendement, résistance aux conditions climatiques, aux maladies, insectes et herbicides et haute qualité, odeur, saveur, aspect, obtenues par sélection massale, étaient alors adaptées aux conditions de culture locales et possèdent des caractéristiques différentes selon l'agriculteur. On peut prendre un autre aspect de la sélection massale qui est la diversité variétale. Par exemple ici, il y a 40 000 variétés de pommes. C'est simplement l'idée que ce mécanisme a eu lieu à plusieurs endroits géographiques sur la planète. Et comme la sélection massale s'est opérée sous différents climats, les contraintes n'étaient pas les mêmes. Ce qui aboutit à une diversité importante de pommes. Par exemple, on a la première pomme qui se cultive bien en montagne. La deuxième, le climat doit être doux. La troisième, qui ne peut pas être cultivée dans des pays chauds. Donc, on peut dire que la sélection massale crée une diversité qui n'existe pas et malheureusement qui diminue fortement de nos jours.
Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui est la sélection scientifique. Ici, l'homme va comprendre le principe de la reproduction des végétaux. Il va essayer d'agir sur la reproduction pour avoir une maîtrise plus aboutie des végétaux qu'il veut sélectionner. On a la sélection des lignées pures. L'idée repose sur l'autofécondation. Soit on a des espèces comme le blé qui sont capables de s'autoféconder, soit on a des végétaux qui ne sont pas prévus pour s'autoféconder. Mais l'homme va forcer cette autofécondation. Le principe est le suivant. On a au départ une population avec une diversité et un type de plante qui nous intéresse par son caractère. Alors on va le récupérer et le forcer à s'autoféconder. C'est l'autopollinisation forcée. On va ressemer les graines de cet individu, on va avoir une génération qui va commencer à présenter l'homozygosie. C'est-à-dire des caractères liés à certains gènes vont se retrouver plus à l'état homozygote. On va répéter le même principe une deuxième, une troisième fois, et petit à petit, c'est l'intérêt de ces générations, on va avoir des individus qui ont une homozygosie proche de 100%, c'est-à-dire des individus qui ont des caractères fixés, c'est-à-dire des lignées pures. Ici, on peut voir des espèces qui sont hétérozygotes, qui présentent une diversité. Ensuite, on va pousser ces organismes par autofécondation à aboutir à un état plus proche, à un état d'homozygosie, c'est-à-dire lignée pure, avec deux caractères intéressants. On a une deuxième lignée qui présente aussi des caractères intéressants. Ensuite, on va prendre les lignées A et on va la combiner avec la lignée B. Et par hybridation, on peut voir une plante hybride, ce qui va créer une nouvelle variété avec des caractères intéressants. Nous allons passer maintenant à la troisième étape qui est la finale, et dans laquelle nous allons évoquer la notion de génie génétique. Et comme nous avons expliqué précédemment, c'est un processus qui consiste en la modification des caractères génétiques d'une plante, mais sans croisement cette fois-ci. Donc le document qu'on a montre qu'avec la sélection classique, une reproduction sexuée est nécessaire afin de conserver le gène qui nous intéresse et qu'on voudrait développer chez l'espèce. C'est le principe de l'hybridation. Or, le génie génétique montre qu'on peut transférer un gène précis d'une variété élite et l'insérer dans la plante qu'on veut, et ainsi on obtiendra une variété élite mais en maturation ralentie. Donc, on n'est plus limité à la reproduction sexuée ni à l'hybridation. C'est le principe de la transgénèse en effet, et qui repose alors sur le fait d'introduire dans le génome d'une plante receveuse plusieurs transgènes d'une autre espèce donneuse. Par exemple, la bactérie peut donner un gène au maïs ou par exemple à l'homme, etc. Donc la transgénèse permet d'introduire dans le génome d'une plante un gène d'intérêt sans reproduction sexuée. Et comme nous avons dit précédemment, si on prend l'exemple de la bactérie, on peut récupérer un gène sur une bactérie, on le transfère et on l'intègre dans le génome d'une plante. Toutes les cellules de celle-ci qui vont être produites après de nombreuses divisions cellulaires auront ce gène, et donc ça va donner naissance à la plante génétiquement modifiée mais qui a la capacité de produire au sein de ces cellules la molécule insecticide. On a donc domestiqué cette plante. Pour conclure, on va résumer ce chapitre. Donc on a étudié différents mécanismes. Le premier, la sélection massale. On va choisir dans la masse les graines des individus intéressants pour les ressemer. Ensuite, on a l'autofécondation. On va choisir une plante qui a un caractère intéressant. On va l'autoféconder sur X générations pour avoir des caractères stables, purs. Ensuite, on peut hybrider deux individus avec des caractères intéressants pour une variété élite. Ensuite, on a un autre mécanisme qui est la transgénèse, c'est-à-dire domestiquer la plante ou la modifier, puisqu'on va insérer le gène d'une espèce dans une autre et obtenir une espèce génétiquement modifiée. Voilà les mécanismes qui sont à l'origine de la domestication des plantes.